Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Bonjour André-Sylvain Latour. Tu as vu le geyser à Montréal aujourd'hui? Malheureusement, je ne l'ai vu que dans un écran de télévision et je me suis un peu dépêché / parti plus tôt de chez moi que je serais parti autrement pour voir le geyser parce que je passe, comme tu le sais, sur le pont Jacques-Cartier et au moment de mon arrivée, grande déception, le geyser n'était plus. Grande déception pour tes yeux, peut-être. Mais je peux te dire que pour les résidents, les résidents étaient contents que la situation se résorbe. Midi, là, ça semblait être déjà beaucoup moins, en hauteur là, que ça ne l'était à 6 heures ce matin, là, que la tour d'eau faisait, je pense, 20 mètres là, à un moment donné. Exact. 20 mètres. Ici, on parle d'une conduite d'eau de 84 pouces. Qui a brisé... Sous pression, là, j'imagine. Absolument, ouais, sous pression. Une pression, on s'imagine. 84 pouces, là, pour ceux qui sont peut-être plus jeunes, c'est plus de 2 mètres. Une conduite de plus de 2 mètres qui alimente en eau potable. Alors forcément, ça a fait, comme tu le dis, un geyser de 20 mètres. C'est pas un égout, il n'y a pas un petit peu d'eau dans le fond, c'est plein d'eau, là, puis c'est poussé fort. À pression. Ouais, parce qu'après, c'est dans sûrement des canalisations de 22 pouces, puis ultimement dans une canalisation d'1 pouce qui va jusqu'à chez vous. Mais c'est ça, ça réduit tranquillement pas vite pour se rendre jusque dans les résidences. Tu l'as dit, tu as dit environ 6 heures, c'est 5h45 où ça a fissuré, évidemment, ça a tout chamboulé dans le coin. J'écoutais Cube Radio ce matin, puis j'ai pu suivre à travers le travail de notre collègue Alexandre Moranville-Ouellette un peu les événements à mesure qu'ils se produisaient, puis en parallèle, j'avais TVA d'ouvert, puis je pouvais regarder les images. C'était quand même bien intéressant. Écoute, au moins, ça n'a pas affecté le métro, non. Parce que, tu sais, une quantité d'eau pareille, c'est sûr C'est un peu excentré par rapport à ces infrastructures-là. Oui, mais tu sais, des fois, des dénivellations, une mauvaise dénivellation de sous-sol, puis pouf, t'es inondé dans le métro. Oui, là, ce matin, on avait un collègue, là, j'oublie son nom, mais qui était dans le tunnel Ville-Marie. Andy Saint-André. Puis c'était à savoir aussi si éventuellement ça allait comme inonder le tunnel, t'imagines, dans lequel d'ailleurs des centaines, voire des milliers d'automobilistes étaient prisonniers parce qu'on les laissait pas sortir de l'autre côté du tunnel. T'imagines la catastrophe que ça aurait été là, de devoir quitter son véhicule abandonné puis remonter. Il y aurait pu y avoir des blessés, évidemment, dans un instant comme ça. Absolument, on ne sait jamais à quoi on s'expose. D'une certaine façon, je sais que c'est catastrophique, je sais que des centaines de personnes ont subi des dommages, mais j'ai envie de dire ça aurait pu être pire, dans une certaine mesure. Ce qui se produit, en fait, c'est que pour l'instant, il y a un avis d'ébullition qui a été émis par la Ville de Montréal. Ça touche là, à peu près, là, je dirais, 150 000 résidences. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, c'est beaucoup de monde. Écoute, on parle pour l'instant d'un avis d'ébullition préventif. Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve et Montréal-Est. Mais allez quand même chercher les dernières informations sur le tvanouvelle.ca ou sur le site du Journal de Montréal pour vous assurer que votre résidence est sécuritaire à ce moment-là au niveau de l'eau, j'entends. Tu sais, quand on parle d'un avis d'ébullition, c'est souvent préventif dans des cas comme celui-là. C'est que là, il y a une conduite qui a brisé. On ne sait pas quel contaminant se retrouve dans l'eau. Hein. Exactement. C'est comme tu dis, très préventif. Là. Puis surtout avec les débits d'eau qui passent là, les chances que... Mais les chances que quelque chose rentre à ce moment-là, mais peut-être dans l'écoulement, l'eau d'écoulement à ce moment-là. On dit la même chose. Et on se demandait pourquoi ça prend tant de temps que ça à fermer la valve, parce que ça a duré des heures et des heures et des heures. Eh bien, Philippe Sabourin, le porte-parole de la Ville de Montréal... Que j'ai accueilli plusieurs fois à l'émission. Absolument, il est toujours très disponible, M. Sabourin. Et très divertissant, j'ai envie de dire. Il prend son travail à cœur, on va dire ça comme ça. Merci de me recadrer. Et M. Sabourin, il expliquait, lui, que on peut pas fermer une valve aussi énorme que celle-là d'un coup. Ce que ça risque de faire, en réalité, de fermer cette valve-là, c'est de créer ce qu'il a appelé un coup de marteau. Donc, ça risque de faire un choc tellement grand que ça va se répercuter sur un autre endroit de la conduite et à ce moment-là, peut-être que lui va exploser à son tour. Je comprends. Donc, il faut le faire graduellement et il faut 800 tours
de manivelle pour fermer une seule valve. Puis il y a combien de valves? Il y en a quelques-unes. Et il faut le faire dans le bon ordre en plus. Okay. Donc, c'est ce qui explique un peu que ça a été si long que ça. Je suis quand même... écoute, j'ai pas eu le temps. J'ai vu ça, l'actualité visible, spectaculaire, mais sur ce qui se passe dessous, l'eau qui est sous pression dans un tuyau de 84 pouces, là, ouais. il y a quelque chose qui pousse. Il y a une pompe quelque part. Pourquoi on fait pas juste fermer la pompe? Puis on a juste l'eau comme... c'est là où je comprends malheureusement pas bien comment... C'est évidemment d'une complexité qui... Moi, il y a sûrement comme... Moi, dans ma tête, il y a comme une pompe, un tuyau, des moyens tuyaux, des petits tuyaux, mais j'imagine qu'il y a un petit peu plus de complexité que ça. Là, je présume qu'il doit avoir une pompe et plusieurs tuyaux. Sous-pompes. Et plusieurs sous-pompes, même, probablement. Là, probablement. Qui continuent à envoyer du débit. Là. Je me doute bien que la Ville de Montréal n'a pas dit, bon, on va laisser couler puis on verra bien ce qui se passe. Non, c'est certainement pas ça. Puis donc, je suis certain qu'ils ont fait au mieux, mais évidemment, à chaque fois, dépendant d'où ça survient, le plan n'est pas toujours le même. Là. Si c'était survenu 200 mètres par là ou 300 mètres par là, évidemment, c'est pas les mêmes tuyaux que tu dois interrompre, les mêmes pompes que tu dois... c'est pas les mêmes paramètres non plus d'écoulement de l'eau et ainsi de suite. Ceci dit, évidemment, bon, l'électricité a été arrêtée pendant un certain temps quand même dans le secteur pour éviter les problèmes. Il y a des sous-sols qui ont été inondés, des entreprises également qui ont été inondées, entre autres une entreprise de transport, U-Haul, qui a littéralement vu l'eau rentrer dans son commerce. Il y avait des commerces de nourriture également. La Morin, là, la moutarde, inonder les stocks. Et un ébéniste, entre autres, que lui, ça fait des semaines, des mois qu'il travaille sur ses projets. L'eau est rentrée là-dedans. Puis ça peut faire des dommages, comme on le sait. C'est du bois. Donc, c'est quand même terrible. Évidemment, c'est ça, on va continuer à suivre ça. Là, comme je le disais, c'est sous contrôle, mais il y a encore beaucoup d'eau. Puis évidemment, là, c'est l'heure de pointe là, qui se prépare là, dans la région de Montréal. Je suis passé par là, comme je te dis, moi, en trottinette, mais il y a beaucoup de feux de signalisation qui ne fonctionnent plus à cause de l'interruption d'électricité. Bon, il n'y avait pas tous un policier. Puis il y a encore de l'eau, puis il y a évidemment de la circulation abondante sur toutes les rues. Là, ça va jusqu'à Sherbrooke, de Lorimier. Là, c'est vraiment un peu le bordel. Fait que si vous avez à sortir de la maison, faites-le plus tard ou faites-le en vélo ou dans d'autres façons. J'avais un lunch ce midi, puis mon rendez-vous est arrivé 40 minutes en retard parce que c'était vraiment... tout était bloqué. C'est là, dans définitivement un secteur qui est à éviter. Là. Si vous n'avez pas d'affaires là où vous pouvez prendre un autre chemin, faites-le parce que vous risquez d'être pris dans des bouchons qui n'en finiront plus. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Bon, François Legault est ressorti encore aujourd'hui dans une atmosphère, je dirais, un peu de mécontentement des citoyens. C'est que à la suite de l'ouragan Debby, là, ça fait maintenant une semaine que les gens ont été inondés. Les gens ont sorti leurs choses, tu sais, les divans, les télés, tout ça, tout ce qui a pris l'eau, ils ont sorti ça dehors. Et là, ça reste là. Sur le tout gazon, simplement sur le gazon. Et là, il y a des gens qui passent et qui récupèrent certaines affaires. Donc, ils volent les gens, les pauvres sinistrés. Et là, à ce moment-là... J'ai comme envie d'entendre la chanson du Roi Lion. Là. C'est comme il y a comme une écologie de comme d'hyènes qui viennent comme... Non, je blague, hein, évidemment, j'en fais les plus, s'il te plaît. Mais tu sais, il y a quelque chose d'un peu terrible là-dedans, mais un peu aussi comme, tu sais, ça... Tu sais, je sais pas, la nature retrouve son cours. Puis, il y a comme des gens qui viennent voler des sinistrés. Je trouve ça, c'est terrible, mais en même temps, c'est tellement... Moi, je suis tenté de te raconter une anecdote très rapide. Il y a toujours les gens qui passent pour récupérer le métal, ils passent avec leur camion et tout ça. Je me suis déjà fait voler une poussette sur mon stationnement. Alors, tu sais... Que tu ne voulais pas donner, que je ne voulais pas donner, là, qui était dans le fond du stationnement. Puis, mais il y avait du métal dessus? Il y avait du métal dessus. J'ai un autre voisin, lui, s'est fait prendre une tondeuse à gazon. Tu sais, donc, faut malheureusement... En tout cas, moi, ça m'a malheureusement pas étonné. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui est terrible dans tout ça. C'est ce que je voulais dire, ça ne m'étonne pas. Comme je l'ai dit, c'est la nature, mais en fait, le mauvais côté de notre nature, dans le fond, là, qui reprend le dessus. C'est sûr que si tu laisses des milliers de choses là à la rue, il y a des gens qui vont passer puis prendre ce qui est récupérable, n'est-ce pas? Même si, techniquement, c'était peut-être mis là un peu
en entreposage en attendant que ça se règle. Bref, c'est terrible, honnêtement. Puis tu sais, je le rappelle, ça fait maintenant plusieurs jours là, que c'est survenu Debbie, puis qu'il y a encore des gens qui sont pris là-dedans. Puis j'ai l'impression qu'ils sont pas sortis de l'auberge. Là, il y en a encore pour plusieurs jours. Donc, on leur souhaite bonne chance. Je sais pas s'ils nous écoutent, là, pour l'instant, que.ca. Tout à fait. Mais si c'est le cas, on vous salue, puis on vous supporte. On sait que c'est pas des moments faciles, mais courage, évidemment. Puis là, ils annoncent de la pluie ce week-end. En as-tu parlé déjà? Oui. C'est à peu près 30 à 50 mm de pluie. Ça, là, tu sais, imagine, là, franchement. Ça se met par-dessus. Je vais faire mon petit moment d'empathie de l'émission, là, mais courage à tous ceux et celles qui souffrent de cette situation-là. En attendant, si vous avez des débris sur votre terrain, sachez que la plupart des villes ont déployé un peu plus d'efforts, un peu plus d'effectifs pour récupérer ça. Laval, Longueuil, Saint-Lin, Laurentides, Lanoret, Terrebonne, Louisville, ce sont toutes des villes où les citoyens en ce moment disent qu'ils se sentent abandonnés, ceux qui ont été rencontrés par le Journal de Montréal en tout cas. Alors, tu as raison de le mentionner, courage à tous ces gens. Tout savoir en 24 minutes. J'ai une excellente nouvelle, a dit Bernard Drainville aujourd'hui. Il manque 5700 enseignants pour la rentrée. Comme ça, dit comme ça, est-ce que c'est ton ami s'est trouvé un job, finalement? Je ne lui ai pas reparlé. Je t'invite à le faire. Parlé. Oui, tout à fait. Je cabotine un peu avec ça, mais il faut comprendre un peu la circonstance de tout ça et pourquoi le ministre de l'Éducation a commencé son point de presse aujourd'hui en disant « J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. 5700 enseignants, c'est énorme, on s'entend là-dessus. Mais l'an dernier, à la même période, il en manquait 8300. Ouais. Et la différence avec cette année, c'est qu'en plus de ça, on a 20 000 élèves de plus à scolariser que l'année précédente. Donc, si tu fais un ratio, si tu veux, on est en meilleure position que ce qu'on l'était. Ouais. C'est pas parfait, je suis d'accord. C'est une drôle de conception de la joute politique, là, comme ce sont de mauvaises nouvelles. Ça reste effectivement de mauvaises nouvelles. Je sais pas, je serais intéressé, on n'a pas fait l'analyse, mais est-ce que dans tous les pays du monde, il manque des milliers de professeurs à toutes les rentrées, à toutes les années? Je formulerais l'hypothèse que non. Ça fait un peu bricolage, là. Et de mémoire, je me rappelle pas, toi, quand j'étais jeune, il manquait pas des milliers de profs à chaque année. C'est un phénomène relativement récent, là, de mémoire. Ben, est-ce qu'on les comptabilise de façon récente? Écoute, mais je trouve quand même que de venir puis là, de se mettre à jouer à faire de la géométrie, qu'il y a plus d'élèves. Puis c'est comme quand ils calculaient les ponts par habitant. Excuse-moi. Mais tu sais, genre, de t'inventer des genres de pseudo-ratios. Écoute, il manque 6000 profs. Oui, c'est moins que l'année dernière, mais je veux dire, au 15 août, il devrait jamais manquer de profs. Fait que, viens pas... En tout cas, je sais pas... Je l'aime bien, M. Drainville, mais je viens pas sur la scène dire « Hey, j'ai une bonne nouvelle, ça va très mal. » L'année passée, ça allait très, très mal. Oui. C'était une drôle de façon. Là, comprends-moi bien que dans mon introduction, j'ai été un peu cabotin. Là. Je dis pas que M. Drainville est arrivé là avec ses gros sabots en dansant une jig. Là, je veux dire, je pense qu'à la lumière de son point de presse, il reconnaît quand même qu'il y a un problème, mais il y a une amélioration. Donc, je pense qu'il a choisi de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ceci dit, il a dit, pour expliquer tout ça, c'est un système qui faisait passer la procédure administrative avant l'intérêt de l'enfant. Et déjà là, pour moi, un ministre qui dit ça... Ouais, c'est la bonne chose à dire, on va dire comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une solution à ça? Là est la question. Ça, c'est la grande question. Et justement, Marois Risky, la porte-parole en matière d'éducation du Parti libéral du Québec, elle critique évidemment cette nouvelle-là du ministre Drainville. Elle blâme le manque de stabilité qu'ont les enseignants. Elle dit c'est pas normal que dans les classes, les enfants peuvent avoir 5, 6, 7, 8, 9 enseignants dans la même année. Donc, selon elle... Puis elle rappelle aussi une statistique extrêmement intéressante. Elle rappelle qu'une formation, après une formation de 4 ans, qui est le bac en enseignement de l'université, évidemment, environ 25% des jeunes quittent la profession dans une période de 5 ans. Fait que, tu sais, pas en avoir, il y a
c'est peut-être la raison sous-jacente, Ouais. c'est peut-être qu'on n'est pas capable de les retenir non plus. C'est possible. C'est un milieu ingrat, comme bien d'autres, qui requièrent justement des longues études et qui sont financés par le public. On voit aussi des taux de roulement assez importants dans le domaine de la santé, puis les infirmières, notamment, beaucoup quittent la profession, même malgré leur diplôme. Là, donc, pas facile. C'est pas des milieux, effectivement, qui sont faciles. Et si tu me permets de revenir légèrement avec débit, il y a des écoles qui ont été inondées. Oh, wow! J'avais Donc, pas... tu me l'apprends, là, ça fait sens, mais je veux dire... Ben, il y en a. Écoute, j'avais le chiffre tout à l'heure. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas, mais il y a vraiment, vraiment plusieurs écoles qui ont été inondées. Les équipes disent... les centres de services scolaires disent que les équipes sont sur le terrain et sont en train de résorber la situation. Ça a l'air d'aller assez bien, mais sache que dans nos écoles vétustes, il y a également eu un dégât d'eau la semaine Terrible. prochaine. La semaine dernière. La nature, j'aurais envie de dire, André C'est ce qu'on Sylvain. pourrait dire, effectivement. Tout savoir en 24 minutes. Est-ce qu'il faut mettre un holà à la mesure du gouvernement sur les travailleurs d'agence, les infirmiers, les infirmières d'agence? On a déjà parlé de ça, toi et moi. Tu sais ce que On en j'en a déjà pense, parlé, absolument. Mais là, la Fédération des médecins spécialistes tire la sonnette d'alarme. Eux, ils disent, écoutez, là, arrêtez la date butoir du 20 octobre. Là, ça n'a aucun sens. En ce moment, ils sont parvenus à peu près à trouver la moitié, un peu plus que la moitié des employés qui sont nécessaires. Ce que les médecins spécialistes disent, c'est qu'on n'aura juste jamais le temps de tout combler. Et j'ai envie de te donner un peu les grandes lignes, si tu veux, les endroits où il y a du personnel d'agence. Puis, tu sais, ton œil d'économiste, je pense, va le voir immédiatement. Le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, 384 employés. Le CIUS de la Capitale-Nationale, 240. Centre-Ouest de l'île de Montréal, 280. Centre-Sud de l'île de Montréal, 500 employés d'agence. Ça fait du monde, ça, à remplacer. Ah oui, c'est clair. Je veux dire, je sais pas, les gens qui nous écoutent, peut-être qui sont en ressources humaines ou quoi que ce soit, ou qui a pas des entreprises, recruter une personne en 2024, c'est compliqué. Essaie d'en recruter 500. Puis en plus, c'est pas une personne, deux bras, deux jambes. Il faut qu'elle soit une infirmière, qu'elle soit capable, qu'elle soit disponible, qu'elle ait envie de travailler. C'est ça, qu'elle ait envie. Puis, tu sais, entre nous, je connais quand même un peu cet univers-là, André Sylvain. Il y a beaucoup d'infirmières qui ont quitté le système public parce qu'elles n'en pouvaient plus des conditions de travail, du temps supplémentaire et qui sont devenues des travailleurs d'agence pour avoir de la flexibilité dans leur horaire, pour pouvoir travailler un peu où elles veulent, quand elles veulent, et elles ne vont pas retourner dans le système public. Fait que là, demain, si le couperet tombe, là, c'est 500, 200, 300, 200 que tu nous as nommés, là, il va manquer 1000, 2000, 3000 infirmières au Québec, dans les hôpitaux, dans les urgences. Il y en a peut-être une gang qui vont se dire « Ouais, il faut que je gagne ma vie », mais il y en a une gang qui vont aller faire d'autres choses. Là. Je veux dire, on est, malgré le taux de chômage qui a un peu augmenté, on reste dans une situation de marché du travail tendu. C'est des hommes et des femmes formés, compétents, ils peuvent certainement faire plein d'autres choses. Et donc, est-ce que, tu sais, à quel prix est-ce qu'on est prêt à se priver de leurs services juste parce qu'elles les offrent d'une autre façon que comme employés, tu sais, puis je trouve bizarre cette réforme-là. Tu sais, je comprends, là, on en a parlé déjà, toi et moi, tu sais, qu'il y avait un moment, il y avait eu de l'abus, là, tu sais, des infirmières qui étaient vendues par les agences à 200 $ de l'heure ou 150 $ de l'heure, mais je crois comprendre qu'il y a une volonté là, de plafonner ça. Puis entre toi et moi, une infirmière à 80 $ de l'heure, là, si tu comptes l'infirmière qui gagne déjà sûrement 90 000 $, rajoute des semaines de vacances, rajoute des déductions à la source, rajoute un paquet de trucs qu'il faut que des assurances, etc., ça doit revenir pas loin de ça. Fait que l'agence, ça coûte pas 10 fois plus, là, ni 2 fois plus, ça coûte peut-être 5% de plus et ça donne cette flexibilité-là. Fait que je comprends pas pourquoi dans le système de la santé au Québec, on voudrait s'enlever de la flexibilité pour sauver une poignée de change, alors que la contrepartie, c'est qu'on va se priver de milliers de personnes et gruger la qualité de service. Fait que je te dirais que comme économiste, je trouve même toute cette opération un peu singulière, là, de faire la lutte aux agences. Puis toutes les autres provinces, d'ailleurs, au Canada, ont des agences, puis c'est un système qui est reconnu comme fonctionnel. Le Québec fait
cavalier seul actuellement là, au Canada. Je sais pas si c'est parce qu'on a compris quelque chose que l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta n'avaient pas compris, mais dans toutes ces autres provinces-là, il y a recours aux agences, c'est un mix, puis ça peut fonctionner, là. Tu sais, je ne sais pas dans quelle mesure le Québec a envie de donner des leçons de gestion du système de la santé à qui que ce soit, honnêtement. Mais il me semble qu'on pourrait aussi s'inspirer de ce que font les autres. Puis les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils intègrent une petite partie d'agence. Fait que plutôt que d'avoir une espèce de politique radicale, puis c'est ce que dit la Fédération des médecins spécialistes du Québec, c'est trop vite, puis c'est peut-être même en soi pas une si bonne idée que ça. On peut-y aller par palier? Je sais pas c'est quoi le pourcentage, là, mais 20%, on passe à 15%, on passe à 10%, puis graduellement ramener ça à un niveau avec lequel on est confortable, plutôt que de dire non, puis là, comme je le dis, de se retrouver tout seul dans un corridor avec personne pour prendre soin de sa mère ou de son oncle ou de soi-même quand on est malade. Moi, en tout cas, je trouve bien particulier tout ça, André Sylvain. Actualité. Je vais te faire deux petites nouvelles en rafale. Premièrement, l'Ukraine poursuit son avancée sur le sol russe. Écoute, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que les Russes perdent autant de terrain que ça sur leur territoire. La dernière fois, ça a mal fini quand même, là, on va se le dire. Pour l'agresseur, effectivement. Cette fois-là, l'armée ukrainienne, dans le fond, elle est dans la région de Koursk et elle gagne définitivement du terrain. Ce qu'on voyait comme une petite opération au début, un peu insignifiante, commence de plus en plus à avancer. Et selon Volodymyr Zelensky, qui est le président de l'Ukraine, selon lui, ce qu'il veut, c'est forcer le retour des Russes à la table de négociation pour finalement créer une zone tampon entre les deux pays, que les troupes russes se retirent de l'Ukraine. Mais je veux dire, je comprends pas ce que fait la Russie, là. Je veux dire, leur armée n'est pas genre 10 fois plus importante que celle de l'Ukraine. Je veux dire, l'avancée, là, en tout cas, je suis pas sur le terrain, mais plus ils vont s'éloigner de l'Ukraine, plus ils peuvent couper la... Tu sais, je sais pas si tu fais une ligne, là, ou tu t'éloignes, à un moment donné, tu coupes la ligne, puis là, ils peuvent plus être ravitaillés, ils peuvent plus revenir chez eux, là, tu sais. On dirait quasiment une mission suicide. C'est le terme que j'aurais employé, tout à fait. Ben, je veux dire, félicitations. Tu sais, je sais pas comment dire félicitations, c'est un peu glauque, là, mais tu sais... C'est sûr qu'on veut attaquer la Russie puis la forcer à réagir, mais en même temps, pour les hommes et les femmes qui sont là en train de porter cette offensive-là, les probabilités de revenir sains et saufs à la maison, là, chaque kilomètre qu'ils parcourent, c'est un kilomètre qu'il faut refaire dans l'autre direction éventuellement. Je pense pas que la Russie voit ça normalement. Ils sont sûrement en train de s'organiser pour couper l'abcès, là, j'ai l'impression. Très certainement, surtout que l'Ukraine s'approche d'un espèce de nœud gazier il s'approche de là, et ce nœud-là, si tu veux, cet endroit-là, alimente l'Europe en gaz naturel à partir de la Russie. Donc, si l'Ukraine met la main là-dessus, ils vont commencer à avoir un certain poids, je pense, autour de la table de négociation. Mais je te parie qu'ils vont... En tout cas, peut-être qu'ils vont se rendre, mais connaissant M. Poutine, il est peut-être en train de manigancer quelque chose pour mettre un terme net à cette affaire-là. Puis, je ne sais pas, pendant ce temps-là, les autres fronts sont un peu stagnants, j'imagine. Il n'y a pas d'avancée de la Russie, du moins, là, sur les autres fronts. Il gagne quand même pas mal de terrain, mais il occupe environ 20%, je crois. J'y vais de mémoire, là, mais c'est à peu près 20% du territoire ukrainien. En tout cas, on souhaite que ce conflit-là arrive à un terme le plus rapidement possible, évidemment, puis qu'on restitue l'intégrité du territoire ukrainien. Ça, je pense que tout le monde est assez unanime là-dessus, sauf quelques Russes, manifestement. Tout savoir en 24 minutes. Eh bien, ça j'ai fait le saut, Francis. Il y a une femme aux États-Unis... Okay, je savais pas où tu voulais t'en aller. L'affaire d'Elvis, là? Oui, c'est incroyable. La femme a tenté de vendre la maison d'Elvis Presley. Sans l'avoir acheté? Ben... Non, ça appartient à la famille Presley. Ça appartient à la famille Presley. C'est un musée également c'est un temple carrément dédié au King qui est visité par des dizaines, sinon des centaines de milliers de personnes chaque jour. Elle a tout simplement forgé des documents en prétextant que Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis, qui est décédée en 2023, qu'elle lui aurait finalement emprunté plus de 3 millions de dollars et qu'elle avait mis Graceland en garantie. Et là, elle a forgé des documents, puis elle a essayé de faire passer ça, et ça a presque fonctionné. La fraude a été repérée juste au moment
où elle allait faire une enchère sur Graceland pour évidemment se l'approprier à moindre coût et ainsi de suite. Donc ça, je trouvais ça assez particulier, surtout aujourd'hui. Je pense que c'est aujourd'hui que le King est décédé, le 16 août. Écoute, ça se peut. Moi, Ouais. je ne sais pas. Je n'étais pas là. Moi non plus. T'étais plus oui, là. Oui, 77. T'étais quasi là. Oui, je commençais à dire papa. Je commençais à dire papa, peut-être. Oui, effectivement, mais encore, c'est une drôle d'affaire. Là. Puis, tu sais, ça montre, encore une fois, je sais que c'est une nouvelle un peu rigolote presque, mais il y a quand même un fond très dramatique. Et tu sais, ça rappelle de quand vous décédez, le testament, les droits, c'est comme très important de faire ça. En fait, tu sais, petit mot, petite morale d'histoire, préparez, allez voir votre notaire, préparez votre testament en cas d'inaptitude, parce que c'est quand il y a des flous comme ça. Puis là, la dame a évoqué justement un prêt qui aurait été consenti avec la propriété en garantie. Si tout ça n'est pas clair, bon, nos pères, ce sont pas tous Elvis Presley, là, mais tu sais, mettons, la maison familiale, le chalet familial, t'imagines-tu qu'il y a comme une magouille puis quelqu'un s'en empare sans autre forme de procès? Franchement, il y a comme un petit truc à retenir de tout ça, André-Sylvain, pour vous et moi. Là. C'est un bon lien, je trouve, que tu fais. Je sais qu'on a dépassé le temps, mais je ne peux pas, pour notre dernière, passer à côté du prochain sujet. Des robots taxis de Waymo, ils se sont installés à San Francisco. C'est malade. JP, je ne sais pas si tu as la vidéo. Ouais. Waymo, en gros, ils font des taxis autonomes, donc ils n'ont pas de conducteur. Mm-hmm. Tu as une application, tu appelles un taxi et la voiture va te chercher. Mais depuis qu'ils se sont installés à San Francisco, regarde ça. Alors, les voitures, ça c'est le stationnement. Ce qu'on voit, c'est une trentaine de voitures Waymo, des voitures autonomes sans conducteur, qui se klaxonnent dessus pour essayer de se stationner. Donc, elles sont dans le stationnement. Elles se klaxonnent mutuellement alors qu'il n'y a absolument personne. Et c'est comme ça, jour après jour, à 4 heures du matin. Et la compagnie Waymo a dit, écoutez, normalement, ça fonctionne bien, mais on n'avait juste pas prévu qu'on se klaxonnerait tout seul dans un stationnement. Je vais t'avouer. C'est un peu le début de la fin de, tu sais, genre, la dystopie commence comme ça. Là, c'est des autos autonomes qui se klaxonnent à 4 heures du matin en essayant de se parker l'une après l'autre. Elles sont fâchées l'une après l'autre. C'est excellent, cette histoire-là. C'est du road rage. André-Sylvain, merci d'avoir résumé l'actualité en 24 minutes toutes ces fois avec moi. Ça a été un immense plaisir. Puis, ça a été un plaisir partagé. On a appris plein de choses. Je devine qu'on va continuer à en apprendre à l'antenne de Cube dans les prochaines semaines au 99.5. Puis vous pouvez toujours tout nous réécouter sur cube.ca. André-Sylvain, à bientôt. Yes.